Donc pour continuer, en tout cas, enfin pour démarrer en tout cas les échanges de sur cette journée, on a souhaité introduire la journée avec l'association Espul et donc avec Marc Gédisca, qui est directeur de l'association. Une association qui est spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et qui œuvre depuis longtemps pour la transition énergétique, avec notamment des compétences fortes depuis 30 ans sur le solaire photovoltaïque. Et donc je propose à Marc Gédisca, s'il veut bien, peut-être de nous rappeler un peu les enjeux actuels autour de la transition énergétique, de recontextualiser peut-être un peu ces enjeux, mais aussi de peut-être voir si on arrive à se projeter déjà sur ce que ça veut dire aujourd'hui et demain de se passer des énergies fossiles. Qu'est-ce que ça implique en fait sur un territoire comme le Rhône et la métropole de Lyon, densément peuplée. Voilà, je ne sais pas si vous arriverez à nous répondre à ça, c'est pas évident, mais voilà, c'était un peu l'idée de pouvoir poser en ce début de matinée un premier constat et qu'on partage ensemble un peu une même vision. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, merci de m'avoir invité. Cette invitation veut un peu au hasard d'une rencontre entre mon collègue et toi dans le train. Donc c'est un peu à voir avec la transition énergétique, puisque c'est la sobriété de prendre le train. Alors oui, avant de parler d'énergie, d'abord oui, je suis directeur de l'association Espul. Je suis aussi coprésident du CLER, qui est le réseau pour la transition énergétique, qui fédère beaucoup d'acteurs partout en France. Depuis maintenant, on va fêter nos 40 ans l'année prochaine sur les questions d'énergie renouvelable et de transition énergétique. Je suis aussi habitant de l'Accord, qui n'est pas très loin d'ici, et riverain du parc éolien du Beaujolais vert. Donc c'est à ces multiples titres que je vous parlerai. Alors, je ne veux pas déflorer le sujet, surtout qu'il y a les gens de paysage d'après-pétrole qui sont là pour être bien meilleurs que moi. Mais en tout cas, le sujet énergie et paysage, il n'est pas nouveau. D'abord, les paysages, c'est pas quelque chose de figé. Alors, je suis pas un spécialiste du sujet, d'autres parleront bien que moi de ça, mais c'est quelque chose qui évolue en permanence. Et si on prend l'énergie et le paysage, il y a le paysage de l'après-pétrole, c'est ce qui est devant nous. Mais derrière nous, il y a eu le paysage du pétrole. Ça a été les raffineries, ça a été les autoroutes, ça a été les avions dans le ciel. Il y a eu le paysage de l'avant-pétrole, il y a eu le charbon, c'était les terrils dans certaines régions, alors effectivement pas ici, et puis avant il y avait, voilà. Donc le paysage évolue aussi au gré de l'énergie. L'énergie a une faculté de faire évoluer à la fois sur ce qu'on voit dans le paysage qui a rapport à l'énergie, mais aussi tout un tas d'objets, de choses qui n'y étaient pas avant, que notamment les énergies fossiles ont permis. Donc tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut se passer des énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz naturel fossile et le charbon, le plus vite possible. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc ça, c'est devant nous. Et ça veut dire qu'il y a des transformations. Alors, il y a des transformations purement techniques. On pense à la voiture électrique par rapport à la voiture thermique. On ne va pas s'en sortir juste en changeant la motorisation des véhicules. Il va falloir avoir des véhicules plus petits, plus diversifiés, mieux remplis, etc. Ça va modifier aussi l'usage des routes. Enfin, ce paysage-là aussi va être amené à évoluer. Il va falloir introduire dans le paysage des vélos, des véhicules intermédiaires entre la voiture et le vélo, etc. Tout ça va changer notre vision. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, consommation. Et sur la partie production, eh bien, tout le monde est d'accord aujourd'hui, et ça, c'est assez récent, qu'il faut absolument développer, et très vite, les énergies renouvelables. On peut discuter de la question, notamment du nucléaire ou pas du nucléaire, mais de toute façon, les travaux de RTE et de l'ADEME, et RTE, je parle des travaux pas seulement d'il y a 2 ans, qui se projettent à 2050, mais les travaux plus récents qui se projettent à 2035, d'ici 2035, on a absolument besoin d'électrifier le bâtiment, les pompes à chaleur, d'électrifier la mobilité, d'électrifier l'industrie. Donc on va avoir besoin d'augmenter la consommation d'électricité et donc la production d'électricité. Et dans les 15 prochaines années, les seules technologies capables de le faire à un rythme suffisant, ce sont les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien. Il y a d'autres énergies renouvelables, il y a le biogaz, qui va aussi se voir dans les paysages, il y a le solaire thermique, etc. Mais le solaire photovoltaïque et l'éolien sont les 2 principaux moyens qu'on a aujourd'hui pour assurer, pas seulement en 2050 la transition, mais dans les prochaines années, la sécurité d'approvisionnement. Ça veut dire l'équilibre du système électrique. Alors ça, c'est très technique, mais ça veut dire que si on traduit ça en kilomètres carrés de solaire installés ou en nombre de mâts d'éoliennes, on peut le chiffrer de manière
Tout le monde est à peu près d'accord sur les chiffres, aux horizons d'une quinzaine d'années, ou une vingtaine d'années. Si on prend l'éolien pose question, mais si on prend l'éolien, ça veut dire qu'il y a à peu près 10 000 éoliennes en France aujourd'hui. 80% sont dans 2 régions, c'est les Hauts-de-France et le Grand Est. Il va falloir en mettre à peu près autant sur Terre, en plus de celles en mer, pour faire cet équilibre électrique. Si on raisonne à l'échelle de la France entière, c'est pas tant que ça. C'est pas une invasion d'éoliennes. Il va falloir en mettre quelque part. Ce quelque part, évidemment, c'est pas n'importe où. D'ailleurs, ça n'a jamais été n'importe où. Alors, il y a eu des erreurs qui ont été faites sur l'éolien au tout début. Il n'y avait pas de... En fait, le cadre réglementaire n'était pas clair. Il n'y avait même pas de permis de construire. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est très réglementé, y compris du point de vue des paysages. Ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre absolument partout, mais ça veut dire que ces objets-là, ce n'est pas seulement une contrainte, ce n'est pas seulement quelque chose à subir par notamment les espaces ruraux, c'est aussi une opportunité. À l'accord, bon, il y a des questions de partage de la valeur aujourd'hui qui sont en discussion. Ce n'est pas encore à terminer, c'est un vrai bon sujet. Mais déjà aujourd'hui, c'est une entreprise qui s'installe dans un territoire et qui donne des ressources à la collectivité. Et je finirai là-dessus. Moi, en tant que riverain du parc éolien, je souhaite vraiment faire partager le plaisir que j'ai à voir ces machines à côté de chez moi. Elles ne m'empêchent pas de dormir la nuit. Je suis à 500 mètres de la première machine, 580 mètres. Mais c'est un vrai plaisir de les voir, y compris en termes de paysage, parce que je peux dire, j'habite là-bas, au pied non pas de l'arc-en-ciel, mais de l'éolienne. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens aussi pour qui ça devient un totem. C'est-à-dire que c'est une vision du paysage qu'il faut savoir faire évoluer. Je ne dis pas qu'il faut en mettre pour cette raison-là partout, mais là où elles sont, ce n'est pas quelque chose de négatif. Il y a eu des craintes, il y a eu quelques oppositions pendant le déroulement de la procédure, mais aujourd'hui, vous pouvez demander au maire de Valsonne, il n'entend plus jamais parler négativement des éoliennes. C'est un acquis du paysage, donc une petite transformation, et nous, les riverains, on est fiers d'y avoir participé. Donc je dis ça parce que je sais que dans le département du Rhône, il y a un tabou sur la question de l'éolien. Je ne dis pas qu'il faut en mettre, mais ne vous interdisez pas d'emblée, parce que c'est quelque chose qui va au-delà de ce qu'on croit être quand on ne connaît pas. Et d'ailleurs, à cet égard-là, je vous invite à venir les visiter, parce que je fais des visites régulières pour l'exploitant EDF Renouvelable. Pas plus tard que dimanche prochain, il y a une visite organisée. On peut, au pied des machines, vous expliquer comment ça marche, ce que ça impacte, le pourquoi du comment, et après vous aurez, pour avoir chacun son opinion fondée sur des réalités physiques. Donc voilà, je resterai là sur les questions de paysage, parce que c'est quelque chose que vous êtes beaucoup plus apte que moi à en parler, mais ce que je vous implore, c'est de ne pas partir avec des œillères sur ces sujets-là. Ce serait dommage de rater ces opportunités. Voilà, merci. Merci Marc. Sans plus attendre, on peut démarrer la première table ronde. Du coup, voilà, j'invite Thomas Aiglin, Jean-Pierre Thibault et Bertrand Folléa, du coup, à monter sur scène. Alors cette première table ronde, on l'a appelée « Les paysages de l'énergie hier, aujourd'hui et demain ». Donc effectivement, elle va proposer une prise de recul voilà, sur cette transition énergétique et plus particulièrement sur les enjeux qui touchent à l'évolution de nos paysages, à l'évolution de nos cadres de vie dans le cadre de cette transition énergétique. Voilà, le déploiement des énergies renouvelables, on parle aujourd'hui d'accélération ou de massification des énergies renouvelables. En fait, ça implique finalement le retour à l'échelle locale de la production énergétique, quand peut-être qu'elle a été à un moment, on a éloigné les dispositifs de production énergétique de nos paysages du quotidien. Donc ça a effectivement des effets objectifs sur nos territoires. Mais ça soulève également, lorsqu'on parle de paysage, forcément des enjeux de perception. La question du paysage, elle intègre pleinement cette question de la perception. Sans un observateur, sans perception, il n'y a pas de paysage, il n'y a qu'un territoire vécu, entre guillemets. Voilà. Mais à partir du moment où c'est perçu, on parle de paysage. Donc cet enjeu de perception, il est en plein centre de cette question de paysage. Et donc ce sujet-là, c'est une affaire de regard, ça réinterroge finalement nos rapports à nous, société, avec la production énergétique et sa place dans nos environnements.
Donc je vous propose peut-être d'abord de vous présenter et puis qu'on puisse rentrer un peu dans ces débats autour de ce sujet-là. Bien, bonjour à tous. Jean-Pierre Thibault, donc je suis depuis peu de temps président du collectif Paysage de l'après-pétrole, qui est un think tank qui réunit une soixantaine de professionnels de l'aménagement, pas que des paysagistes. D'ailleurs, je n'en suis pas un, puisque moi je suis un juriste et je suis ancien inspecteur général au ministère chargé de l'environnement. J'ai même exercé quelque temps en Rhône-Alpes, ça s'appelait comme ça avant, en Haute-Savoie comme directeur départemental adjoint de l'équipement, vous voyez mon passif. Et donc, voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Thomas. Bonjour à tous, donc Thomas Eklin, moi je suis à l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, nouvellement l'Agence de la transition écologique. Et donc je travaille sur la question du déploiement des énergies renouvelables et comment elles peuvent s'intégrer dans le paysage et comment on peut concilier leur déploiement avec les enjeux de protection de la biodiversité. Donc des sujets assez sensibles et qui ont émergé chez nous depuis 4-5 ans. Et on essaye de développer le maximum de partenariats et puis d'expérimentation sur ces sujets-là pour montrer que, comme ça a été dit précédemment, que la conciliation est possible. Bonjour, je suis Bertrand Folléa, je suis paysagiste urbaniste et puis je m'occupe aussi d'une chaire qui s'appelle Paysage et Énergie et qui est installée à l'école du paysage de Versailles depuis sa création en 2015. Et cette chaire, c'est une chaire d'entreprise qui est soutenue donc, par le ministère de l'écologie, par RTE et par l'ADEME où travaille Thomas. Alors, vous souhaitiez qu'on puisse diffuser d'abord un petit film fait par le collectif Paysage après pétrole. Alors on va pouvoir le projeter. Le courant des rivières, les marées des océans, la chaleur du soleil, le vent, le bois des forêts et la force animale sont autant de ressources que l'homme a su capter. L'énergie est partout dans la nature. Les réserves fossiles proviennent de la décomposition des végétaux que le soleil a fait pousser, ou de l'accumulation millénaire du plancton dans les mers. Elles ne sont pas inépuisables. La quantité considérable d'énergie fournie par ces réserves carbonées a permis la révolution industrielle. La force redoutable de l'atome, issue des gisements de minerais radioactifs enfouis sous la Terre, a accéléré ce mouvement. Un simple bouton apporte la lumière, les déplacements sont faciles. On en oublie d'où vient cette énergie presque magique. La surabondance et la puissance de ces ressources ont permis de nouveaux modes de vie et un confort certain. Mais les choix de sociétés consuméristes sont énergivores. En plus de l'énergie consommée et visible sur nos factures, il faut prendre en compte l'énergie grise. C'est l'ensemble du cycle de vie des matériaux et des produits, de l'extraction au recyclage en passant par la fabrication, le transport et l'entretien. Notre consommation de ressources carbonées est gigantesque. Les émissions de CO2 altèrent le climat et menacent partout la biodiversité et la santé publique. La pollution atmosphérique augmente, les paysages se banalisent. Tous ces dommages peuvent être quantifiés et deviennent visibles sur la planète. Il est grand temps de réduire notre surconsommation d'énergie polluante et d'inventer d'autres façons d'habiter la Terre. D'autres énergies propres et renouvelables existent dans la nature. Leur bonne utilisation redessinera nos paysages. Les paysages du pétrole et du nucléaire ont été le fruit de politiques centralisées. Depuis les années 2000, la production de l'énergie est ouverte aux entreprises privées. La transition énergétique appelle en particulier une implication des habitants et leur participation aux décisions. Ceci redonne l'initiative au territoire.
En explorant la diversité de leurs ressources, ils sauront inventer des paysages locaux plus économes et de meilleure qualité. Partout fleurissent des expérimentations s'appuyant sur les particularités des territoires. Les stratégies énergétiques fondées sur le paysage contribuent à identifier les différentes énergies renouvelables de chaque bassin de vie pour définir un mix énergétique. Selon les cas, il sera composé de biomasse, géothermie, hydroélectricité, panneaux solaires, éoliennes. Pour économiser cette énergie, on peut isoler les bâtiments passoires avec des matériaux écologiques, resserrer l'urbanisme des villes et des campagnes pour limiter les déplacements, développer les transports collectifs, les chemins piétons, les pistes cyclables et des modes de déplacement moins émetteurs de carbone. À condition, bien sûr, d'utiliser et de respecter les caractéristiques géographiques et historiques des territoires. Ce faisant, les collectivités expérimentent des alliances avec les paysans, les entreprises, les associations et les habitants pour développer les circuits courts et l'agriculture biologique. Les déchets agricoles peuvent alimenter un réseau de chaleur. Les agriculteurs y trouveront des compléments de revenus. Le paysage énergétique devient alors le bien commun des habitants. La transition énergétique appelle une multitude d'initiatives innovantes en matière économique, sociale, écologique et culturelle. Chaque territoire saura les inventer à sa façon pour que la beauté, le bien-être et le bien-vivre restent partout un horizon commun. Tout cela se verra, se percevra dans l'espace, composera un paysage énergétique nouveau, un paysage de l'après-pétrole choisi et non subi. Alors on voit bien dans ce film cette dépendance qu'on a construite aux énergies fossiles. Et ce que met en avant le film, c'est quand même aussi que ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Est-ce que peut-être pour démarrer cette table ronde, vous pourriez nous expliquer un peu comment justement nos rapports à l'énergie, nos rapports en tant que société ont un peu évolué au fil du temps. Peut-être c'était quoi nos rapports à l'énergie avant la révolution industrielle, et justement nous dire un peu comment ces évolutions liées à l'énergie, ça a touché les paysages. Qu'est-ce que ça impliquait, comment ces rapports différents à l'énergie aussi touchaient la question paysagère par le passé. Alors peut-être que je me tourne d'abord vers vous, Jean-Pierre. On va pouvoir mettre le diaporama pour commencer à répondre à cette question, et puis je pense que Bertrand aura aussi des choses à nous dire. Oui, je pense qu'il faut effectivement se rappeler que l'homme a toujours eu besoin d'énergie, y compris quand il commençait à frotter des pierres entre elles pour faire des étincelles. Donc ça, c'est important d'avoir ça présent à l'esprit. Un paysage de l'énergie, c'est pas nouveau. Il y en a même un en Hollande qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le système des moulins qui servent aussi à évacuer l'eau, bien sûr, dans ce pays, mais qui servent aussi qui ont servi à produire de l'énergie. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'à une époque, comme le disait le petit film, aujourd'hui l'énergie c'est magique. On met la prise de courant et puis on a la lumière, on a les engins de toutes sortes qui fonctionnent. Voilà. Donc, mais c'est à une époque des sources d'énergie. Il en fallait partout parce que ça se transportait difficilement. Et donc on avait des moulins à vent, des moulins à eau dans chaque village en nombre énorme. Je sais que j'ai un chiffre que je recherche. Enfin, on est de l'ordre de 100 000 moulins en France au début du 19e siècle. Donc c'était fréquent. Pour la plupart des gens, l'énergie, c'était parce que les voiles du moulin tournaient ou parce que la roue à aube
était dans le petit ruisseau et fonctionnait. Bon. Ça, c'est quelque chose qui a été véritablement marquant dans notre histoire et qui aujourd'hui d'ailleurs pose quelquefois des problèmes quand il s'agit de remettre en cause ces anciennes sources d'énergie. Je ne sais pas si un jour on remettra en cause les éoliennes et si on en fera des patrimoines pour éviter de les détruire, mais aujourd'hui c'est le cas pour la plupart des moulins à eau. Pas tous, enfin certains sont d'un très grand intérêt patrimonial et sont protégés parfois au titre des monuments historiques, mais sont le long d'une rivière. Et on a une magnifique contradiction entre la nécessité de la biodiversité, la libre circulation des espèces sur les cours d'eau, et le fait que ces moulins soient non seulement des patrimoines, mais aussi peut-être aujourd'hui, à nouveau, des sources d'énergie hydraulique, décarbonées, renouvelables et tout et tout. Comment on fait? Donc, la biodiversité, la transition énergétique, en contradiction l'une avec l'autre. On essaiera de répondre à la question tout à l'heure. Mais l'autre élément qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que toutes ces sources d'énergie, cette énergie présente dans nos quotidiennetés, s'est effacée progressivement. Aujourd'hui, on ne sait plus d'où ça vient, effectivement, on pense que c'est un peu magique. Mais alors on voit quand même les lignes de transport. Et quelquefois, on les apprécie peu, parce qu'elles font un peu toile d'araignée, elles envahissent nos espaces. Mais les productions, les lieux de production, il y en a, en gros, pour l'électricité, je crois que c'est 17 centrales nucléaires ou sites nucléaires en France, avec plusieurs réacteurs parfois, et c'est tout. C'est totalement dérisoire. Et ces sources d'énergie, aujourd'hui, quand on les a mises en place, qu'il s'agisse de produire ou de transporter l'énergie, là, ça a été une planification digne de l'ancienne URSS. On a fait véritablement un acte de grande centralisation pour cette électricité nucléaire, comme on l'avait fait un peu moins au temps des mines de charbon qui étaient encore dans le secteur privé, mais à partir de 1945, il y a ce qu'on appelle les charbonnages de France. Ensuite, il y a le commissariat à l'énergie atomique, et tout ça, ça se fait nationalement et avec une concertation un peu limitée. Donc on est... Et puis brusquement, à partir d'une loi qui s'appelle POP, P-O-P-E, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, planification planification pour le développement des renouvelables, planification énergétique, 13 juillet 2005, là, on confie au secteur privé le soin de doter la France d'un système d'énergie renouvelable. Et ça change complètement la donnée, parce que là, on n'est plus à planifier, donc quelque part à choisir centralement, autoritairement, les lieux où on va implanter, là où il y a des rivières pour refroidir les centrales, là où il y a aussi des possibilités d'approvisionnement, etc. Mais surtout, là, pour le coup, on laisse la bride totalement à l'inverse complète du Gosplan, ça devient la loi de la jungle. On ne planifie rien. On laisse aux opérateurs privés, qu'on allèche à partir d'un tarif de rachat préférentiel et garanti, donc il y a une fortune, une petite fortune, mais quand même une fortune et du profit à faire, sans contrainte réelle. Bon, si ce n'est de temps en temps les architectes des bâtiments de France. Mais globalement, c'est l'opportunité foncière qui guide les implantations. Tiens, il y a un terrain à cet endroit. J'ai vu un jour arriver dans mon bureau quand j'étais d'Irène-Aquitaine, EDF Énergie Renouvelable, qui certes est un établissement public, enfin, ou une succursale d'établissement public, mais qui a quand même une logique totalement privée, disant « Ah, c'est bien, vous avez la forêt des Landes. La forêt des Landes, il y a des grandes parcelles, donc on va pouvoir mettre des centrales photovoltaïques au sol assez facilement, puisqu'on est sur un parcellaire qui le permet. » Opportunité. Puis la plupart du temps, les éoliennes, on les met à la limite d'une commune. Comme ça, le maire n'est pas trop embêté, puisque ce sont les voisins de la commune d'à côté qui vont en avoir les conséquences, et tous ne sont pas aussi enthousiastes que Marc qui vient d'intervenir. Donc, vous voyez,
véritablement ce problème de non-planification du tout, puisqu'à un moment donné, il y a eu une tentative de zone de développement de l'éolien, puis elle a vite été supprimée. Donc, pure opportunité. Et donc, quand on avait un filon, en quelque sorte, on y allait à fond. Le seuil de Lauragais, alors il y en a partout. Quand on passe sur l'autoroute pour aller de Montpellier à Toulouse, c'est véritablement un leitmotiv. On passe d'un champ d'éoliennes à un autre. Et puis, il en était question à l'instant, des saturations réelles dans certaines régions, globalement, et sur certains territoires. Là, pour le coup, les villages sont encerclés. Et l'éolien, notamment, c'est celui qui se voit le plus, parce que ça tourne en plus de ça. Mais le photovoltaïque, pas mal non plus, parce que là, ça brille. On le voit arriver comme une sorte de grande invasion, de grande profanation du cadre de vie qu'on avait précédemment. Je pense que ça vient largement de cet aspect non planifié et pas très concerté non plus. On y reviendra. Juste peut-être préciser quelques petits éléments par rapport au brossage un peu historique rapide qu'on fait. On a effectivement, avant la première révolution industrielle, celle du charbon et de la vapeur, une énergie extrêmement congrue, très très réduite. C'est le bois, c'est les animaux, c'est l'homme, parce que l'homme est un animal, si j'ose dire, extrêmement rentable en matière d'énergie, plus que le bœuf ou le cheval ou le mulet, c'est-à-dire que vous lui donnez une mauvaise soupe et le lendemain vous pouvez le faire travailler 12 heures. Donc l'esclavage a été extrêmement utilisé comme force effectivement pendant des millénaires. Et puis effectivement quand les moulins à eau arrivent en Occident, au XIe siècle, en fait déjà au XIIIe siècle, tous les sites de rivières qui peuvent être aménagés pour les moulins à eau sont aménagés. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin de cette énergie, on en profite au maximum et on installe tout ce qu'on peut comme site de développement de cette énergie liée à l'eau. Et quand les moulins à vent arrivent au XVIe siècle, c'est pareil, c'est extrêmement rapide finalement. On occupe tous les sites possibles pour produire de l'énergie avec ce vent, en mettant des moulins jusque sur les remparts des villes, donc vraiment au plus près des lieux habités. Donc ça, c'est une réalité. Après, on utilise la force du courant, on fait flotter du bois, notamment en faisant descendre des montagnes vers les plaines et vers les villes des plaines, qui sont consommatrices de bois. Mais c'est le bois donc, qui reste quand même l'énergie vraiment majeure. Et la première révolution industrielle en Angleterre, elle vient d'une crise énergétique liée au manque de bois. C'est-à-dire qu'on manque de bois, on commence à avoir déboisé tout ce qu'on pouvait, et donc ça commence à poser des problèmes. Et donc on va chercher le charbon de terre, et les machines à vapeur sont inventées d'abord pour extraire l'eau de ces puits dans lesquels on va chercher le charbon. Voilà. Et ensuite, puisqu'on parle de transition, c'est intéressant de prendre conscience que les énergies s'accumulent avant de se remplacer les unes les autres. C'est long en fait les transitions, il y a des accumulations, il y a des superpositions d'usages qui sont longues, puisque le pic de présence des moulins à vent en France, c'est plutôt 1860. Donc c'est à ce moment-là qu'on a le maximum de moulins à vent. Les bons vieux moulins à vent du XVIe siècle, en fait, sont au maximum présents plutôt après que la première révolution industrielle soit bien engagée. Voilà. Donc ça se fait progressivement. Ce qu'on peut dire aussi peut-être, c'est que la première révolution industrielle, celle du charbon, encore une fois, et de la vapeur, elle a transformé effectivement et commencé à transformer profondément nos paysages et nos territoires. D'abord par les lieux effectivement d'extraction, mais qui sont quand même limités. Notamment, ça a énormément transformé le Nord ou le Pas-de-Calais avec la grosse veine de charbon qui court en Est-Ouest, évidemment. Et également par les possibilités de transport qui ont commencé à générer une spécialisation des régions en matière de production alimentaire, notamment. Et donc ça a évidemment transformé un peu les campagnes. Mais la transformation des paysages, elle est surtout le fait de la seconde révolution industrielle, celle de l'électricité, du pétrole, des énergies fossiles, où là, effectivement, il va y avoir une transformation bien plus marquée du fait que, notamment, on va pouvoir bouleverser les paysages de la production agricole.
Alors là, pourquoi la première révolution industrielle n'avait pas pu vraiment le faire? Parce que les machines à vapeur étaient trop lourdes pour les terrains, donc on ne pouvait pas véritablement mécaniser à la machine à vapeur tous les engins agricoles, etc. Par contre, avec le pétrole, le tracteur, etc., alors là, on va pouvoir effectivement avoir une puissance d'action démultipliée, surtout donc, pour ce qui est de l'Europe occidentale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et puis avec ça, évidemment, cette énergie puissante, abondante et bon marché, fossile, extrêmement puissante, va générer des transformations très fortes. Alors effectivement, il y a quelques images ici qui sont extraites d'un imagier que la chaire Paysages et Énergie a construit avec notamment l'ADEME, avec Thomas qui est à ma droite ici, et d'autres, qui a eu pour objectif d'essayer de raconter cette évolution de notre rapport entre les paysages et l'énergie au fil du temps, jusqu'à la situation contemporaine, et puis ensuite, en se projetant dans un futur à partir des scénarios de l'ADEME, dont Thomas parlera sans doute. En tout cas, voilà, il y a une synthétisation, une synthèse, si j'ose dire, en termes de territoire, de ce qu'était le rapport entre les paysages et l'énergie, juste avant la révolution industrielle en France, avant 1800, on va dire. Puis ensuite, la première révolution industrielle, on caricaturait un peu sur 1800, 1900. Et puis la seconde révolution industrielle, 1900-1950. À partir de là, l'accès vraiment massif à cette énergie fossile qui s'opère sur la seconde moitié du XXe siècle, c'est extrêmement récent, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement puissant. Pendant 30 ans, c'est vécu de façon extrêmement positive, on appelle ça les 30 glorieuses. C'est vrai qu'on a accès à une énergie, c'est fantastique, on a accès à sa voiture, on a accès à un frigo, à un four électrique, etc., etc. Tout ça change effectivement la vie, c'est vécu positivement pendant 30 ans. Mais ça fait quand même plus de 40 ans qu'on est sorti des 30 glorieuses. Et les mêmes effets qui avaient été vécus positivement, et ça je pense que c'est très important de l'avoir en tête, les mêmes effets vécus très positivement pendant 30 ans, ensuite commencé à poser des problèmes, sans qu'on ait fait forcément le lien. Moi je suis frappé du fait qu'on a besoin de bien faire le lien entre les énergies fossiles et les problèmes vécus aujourd'hui dans les territoires. Par exemple, la question de la dévitalisation des villes, des petites et moyennes villes dont on parle. Beaucoup, on fait des actions cœur de ville, on fait des petites villes de demain, etc. On se penche sur des centres-villes et centres-villages qui sont moribonds, mais c'est complètement lié à la question des énergies. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu capacité avec cette énergie fossile à habiter loin des centres-villes et villages, et à partir de là, le cœur vivant s'est étiolé, si j'ose dire. Et puis, on a pu construire aussi des centres commerciaux à l'extérieur, et à partir de là, les commerces ont périclité. Et tout ça s'enchaîne, bien sûr, c'est un cercle vicieux. Mais tout ça est complètement lié à l'énergie. Et je pense qu'il faut bien raconter aussi que ce qui a été vécu très positivement par nos parents ou par nos grands-parents à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, à force, d'une certaine manière, d'utiliser massivement ces énergies, ça nous pose des problèmes en termes de climat, ok, mais ça nous pose aussi des problèmes en termes de vie sociale, de vie économique. Et donc je pense qu'il faut bien avoir conscience de ça. Globalement, c'est la même source, c'est la même cause, quelque part, qui est derrière tout ça. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la grande accélération. 1950-2000, effectivement, c'est la grande accélération parce que c'est l'accès massif. Et on peut dire aujourd'hui que c'est la grande accélération mondiale, puisque cet apport ou cet accès à une énergie fossile, elle est désormais mondialisée. Et donc les standards de vie développés d'abord aux États-Unis entre les deux guerres, puis on va dire dans l'Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale, sont aujourd'hui désirés par les pays du monde entier. Et d'où les problèmes climatiques mondiaux qui se posent. Voilà. Donc on arrive à aujourd'hui, et la question, depuis 2000, on l'a dit, la question de la transition énergétique, avec cette question du rythme. On a dit, vous l'avez dit en introduction, il va falloir être rapide, il va falloir être fort, et en même temps, on est spontanément conservateur en matière de paysage. Et je dirais que c'est normal, on est tous comme ça. C'est-à-dire que, effectivement, Marc, tout à l'heure dans son introduction, nous a un peu secoué en nous disant « soyez pas trop conservateurs, essayez de regarder les choses qui arrivent comme étant potentiellement intéressantes et positives, à certaines conditions évidemment ». Mais de fait, je pense qu'on est naturellement conservateur, spontanément conservateur. Les gens aiment bien les lieux où ils vivent en général, et ils n'ont pas trop envie de le voir chambouler. C'est normal, on est tous pareils. Voilà. Donc, en même temps, les gens ne sont pas bloqués par principe sur toute évolution. Donc,
cette question de la remise en récit historique qu'on vient de faire à travers 3 images, sans vraiment le faire, mais enfin, en tout cas, dès lors qu'on travaille sur un territoire donné, intercommunal, communal, etc., départemental, tout ce que vous voulez, toutes les échelles, remettre en récit le rapport entre les paysages et l'énergie, c'est remettre en dynamique d'évolution, quelque part, notre milieu de vie, pour essayer de se poser la question du futur, effectivement. Donc c'est un peu, comme je dis souvent, tirer l'élastique en arrière, c'est une manière de nous projeter mieux en avant, et c'est indispensable dans nos réflexions sur la question du paysage et de l'énergie. Si on veut mettre en mouvement la population sur ces questions-là, il faut qu'on arrive à retracer l'histoire de cette relation, parce qu'on est un peu amnésique, parce qu'on oublie, parce que, comme l'a dit Jean-Pierre, il y a eu une abstraction de la production de l'énergie très concentrée, en très peu de points, aux 18 centrales nucléaires. On pourrait rajouter les quelques ports méthaniers, gaziers et pétroliers qui existent, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Hein. Donc c'est rien du tout. Et donc à partir de là, effectivement, c'est une abstraction. Donc le retour du photovoltaïque, de l'éolien, de la méthanisation, etc. dans notre paysage, c'est un retour au concret, à la proximité. Et donc, il faut arriver à retracer cette histoire qui, en fait, n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui est passée par une phase d'abstraction qui rend plus compliqué l'acceptation de la dynamique de transformation. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que je continue. Alors, on a fait la même chose sur un paysage un peu plus ciblé, qui est celui de la rue, par exemple, parce que pour changer d'échelle, vous avez très bien, tout à l'heure, en introduction, évoqué ce problème de l'échelle. Effectivement, c'est en disant il faut qu'on arrive à trouver la bonne échelle pour arriver à développer. Donc on a essayé de le faire et on voit se transformer le paysage de la rue au fil du temps dans cette séquence un peu accélérée de la transformation. Et on a été jusqu'à l'intérieur domestique parce qu'on touche pas simplement au cadre de vie, on touche au mode de vie évidemment. Et l'un et l'autre sont indissociables. Et donc, du coup, on a été aussi regarder ça de l'intérieur pour se voir se transformer au fil des époques, jusqu'à aujourd'hui où on a des écrans un peu plus nombreux qu'hier. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que je m'arrête là. Oui, c'est peut-être autre chose, ça, non? Peut-être Thomas, ça. Je voulais juste dire sur la contribution au paysager, à l'imagerie paysager énergie, c'est un exercice super intéressant à faire. D'essayer de... L'ADEME, l'ADEME, on dessine des prospectives, mais en fait, on chiffre des prospectives, on essaie d'imaginer des avenirs à l'horizon 2050 pour la neutralité carbone. Et en fait, les mettre en image, c'est un exercice supplémentaire très intéressant qui nous pousse à concrétiser qu'est-ce que ça veut dire pour ces modes de vie, ces cadres de vie, la transition qu'on essaye de dessiner. Et donc, je vous encourage tous à le faire et on verra tout ça plus tard. Mais les plans de paysage peuvent être une bonne occasion de le faire en complément des plans climat. Les plans climat sont parfois très abstraits, enfin très chiffrés, et les concrétiser par un peu de paysage, d'art, c'est un complément très important et qui aussi place des images dans la tête et nous engage un peu plus dans la transition. Alors moi je voulais juste compléter ce qui a été dit par cette illustration de l'imagier qui fait l'état des lieux en fait, des consommations d'énergie en France. De quoi on part actuellement? Donc on a vu cette historique où finalement on a fortement augmenté les consommations d'énergie, en particulier fossiles, et qui ont transformer notre paysage. Finalement, on a des paysages qui sont très liés à notre consommation d'énergie et où on en est actuellement. Alors là, vous avez un point en 2019 de la consommation d'énergie primaire en France. Le premier point, je vous regardez plutôt en bas de cette illustration, c'est qu'il faut se rappeler que cette consommation d'énergie, elle nous rend énormément de services, des services essentiels au fonctionnement de notre société. Elle nous permet d'habiter, nous chauffer, pour nous loger, pour travailler. Et ça, c'est près de 50% de notre consommation d'énergie en France. Elle nous permet de nous déplacer. Donc là, on a un tiers de la consommation d'énergie pour nous mouvoir, nous, et aussi les marchandises que l'on consomme. Et après, il y a une vingtaine de pourcents qui est liée à la production, donc production industrielle, mais aussi production agricole, comme ça a été évoqué. Donc,
cette énergie, on ne la consomme pas pour rien, c'est des services essentiels au fonctionnement de notre société. Et les problématiques qu'on voit, elles sont liées à l'augmentation exponentielle qu'on a eue les 200 dernières années et qu'on avait encore dans la seconde partie du XXe siècle en France, avec près d'un doublement, à l'échelle mondiale, près d'un doublement des consommations d'énergie. Et en France, je ne sais plus exactement, mais on doit être plus près d'un tiers. Rajouter un tiers. Mais un chiffre qui est intéressant, je trouve, c'est par exemple par la demande de transport. Depuis 1960, on a multiplié par 3 à 4 les kilomètres parcourus par individu. Donc derrière, vous imaginez la consommation d'énergie que cela peut représenter, surtout si on augmente la taille des véhicules et si on est moins nombreux par véhicule. Actuellement, on est plutôt dans une question de stabilisation de la consommation d'énergie, voire légère diminution, au moins au niveau national, ce qui n'est pas le cas au niveau mondial. Le troisième point que je voulais évoquer par rapport à cette consommation d'énergie, c'est qu'on parle beaucoup d'électricité, on met souvent en balance nucléaire, énergie renouvelable, mais en fait, 50% de l'énergie qu'on consomme en France, c'est pas l'électricité, c'est des ressources fossiles, ça va être du pétrole, du gaz et un peu de charbon. Donc il faut toujours avoir en tête que cette question d'énergie et la transition qu'on veut faire, en fait, c'est supprimer cette part d'énergie fossile qui est dans notre mix énergétique. Et peut-être un élément au niveau mondial, un chiffre au niveau mondial sur cette consommation d'énergie fossile, de pétrole par exemple, c'est un chiffre clé de l'Imagier que je trouve super percutant. Si on prend le nombre de barils nécessaires à notre consommation de pétrole chaque jour et qu'on les superpose, on obtiendrait une distance de 76 000 km par jour de barils liés à notre consommation de pétrole. Donc en fait, c'est une consommation qui est faramineuse à l'échelle mondiale. Donc si on voit l'enjeu de cette transition énergétique par rapport à cette consommation d'énergie, en particulier fossile, et on le fait et cette réduction, ce changement, on doit le faire pour une bonne raison, parce qu'en fait, derrière, c'est pas que de la consommation d'énergie, c'est des coûts environnementaux majeurs. Donc les émissions liées de CO2 liées à la consommation d'énergie fossile, c'est 3/4 des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Donc si on agit sur l'énergie et ces énergies fossiles, c'est l'enjeu majeur de la lutte contre le changement climatique en France et à l'international. Un deuxième point, c'est, on l'a vu avec la problématique ukrainienne, et qui va, c'est des problèmes d'approvisionnement et de facture énergétique. Alors, suite à la montée du cours du gaz, en 2022, la facture énergétique pour la France liée aux énergies fossiles, c'était 116 milliards d'euros. Donc c'est, je ne sais plus, ça doit être un peu moins de 10% du PIB. Mais donc c'est assez faramineux. Et avant, en 2021, c'était 71 milliards d'euros. Et cette facture énergétique, elle va monter. Mais je pense qu'au niveau des collectivités, vous l'avez bien perçu, bien plus que moi. Et après, il y a aussi d'autres enjeux qui sont liés à cette consommation d'énergie fossile. Bon, l'aménagement du territoire, Bertrand l'a très bien dit. Et puis il y a d'autres enjeux sanitaires. Il ne faut pas oublier que l'énergie fossile qu'on utilise dans nos voitures, derrière, c'est des particules fines, c'est des émissions d'oxyde d'azote qui vont avoir un impact sur la santé, et échanger cette énergie par des énergies plus propres, c'est aussi un gain pour la santé. C'est un concept qui a été popularisé, qui est connu, mais vous voyez en bas à gauche, vous avez un volume d'1 litre schématisé là, par la petite brique non pas de lait, mais de pétrole. Et en fait, effectivement, 1 litre de pétrole, ça correspond à la puissance capable d'une centaine de personnes. Donc c'est extraordinairement puissant et concentré. Et si on fait le bilan de ce que chacun d'entre nous consommons
en termes de pétrole chaque jour, en fait, on en prend 5 à 6 litres. C'est pour ça qu'on dit qu'on a à notre disposition 500 à 600 personnes, équivalent énergie, à notre disposition, chacun d'entre nous, 24 heures sur 24, et en plus, c'est des personnes infatigables. Donc, quelque part, on est comme des nababs, on a 500 à 600 esclaves énergétiques, c'est comme ça qu'on le dit, à notre disposition, chacun d'entre nous. Donc, c'est aussi voilà, avoir ça en tête. Le défi que représente le fait de se passer de cette énergie qui est comme une potion magique, il faut bien le dire. Et ça, c'est important parce qu'on arrive probablement ça fait la transition, j'imagine, avec la deuxième séquence de la table ronde. C'est qu'on arrive à aujourd'hui et on met des rapports de grandeur entre des puissances et des wattheures, des kilowattheures, des mégawattheures, des gigawattheures, avec à peu près des quantités correspondantes en termes de pétrole, des équivalents de production en matière d'ENR et de ce que ça peut représenter en termes de consommation. Donc voilà, par exemple, 1 wattheure, c'est une goutte de pétrole, et avec une goutte de pétrole, vous pouvez pédaler 36 secondes et avoir 1 minute de lumière. Bon, c'est complètement schématique, mais c'est pour avoir des ordres de grandeur, parce que sinon, on nage dans l'abstraction avec l'énergie, c'est très compliqué. Les gens, et moi le premier, hein, on confond les mégawatts et les gigawatts, mais il y a juste des rapports de 1000 d'écart, donc c'est énorme en fait. On fait vite des erreurs de proportion, d'estimation, et comme en plus on a plusieurs unités de mesure, ça rend quand même assez complexe. Donc l'intérêt aussi de raccrocher la question des énergies à la question du paysage, c'est que ça renvoie au cadre et au mode de vie, comme je disais, et donc à des choses très concrètes. Et ce travail qu'on a fait, c'est un travail pour descendre dans le concret, quoi, pour essayer de se raccrocher à des choses qui sont plus perceptibles pour les gens. Voilà, l'utilisation du fer à repasser, brancher son électricité pendant un semestre, et ben c'est 250 kg de bois de chauffage. Voilà, bon. Voilà, des choses un peu plus concrètes. Ben, oui, alors moi ce que j'entends effectivement une chose forte, donc c'est l'objectif du remplacement des énergies fossiles, hein, donc par des renouvelables, ça c'est l'enjeu fort, mais on entend aussi que c'est pas que ça, enfin c'est également dans la transition énergétique, du coup, il y a toute cette dimension justement perception, il y a toute cette dimension liée quand même au retour finalement d'une énergie visible, hein, dans nos territoires. Bertrand, vous avez utilisé ce mot retour, hein, plutôt que transition presque. Enfin, en tout cas, voilà, on voit bien que la question de la... En tout cas, il y a eu déjà des transitions et donc on est dans une dimension voilà, de nouvelles transitions. Alors justement, Thomas, peut-être pour continuer, on peut peut-être passer à la... Je vais prendre le curseur. Est-ce que justement, vous pourriez nous dire un peu plus concrètement justement quels sont aujourd'hui les objectifs, hein, portés par l'État et par l'ADEME, hein, sur cette question de transition? Ça, c'est peut-être ma première question. Et puis ensuite, j'aimerais bien entendre Jean-Pierre et Bertrand aussi, du coup, ben voilà, face à ces objectifs ambitieux, hein, aujourd'hui portés par l'État, portés par l'ADEME, quelles sont les menaces, quels sont les risques peut-être qu'on peut entrevoir, hein. Alors, Jean-Pierre en a déjà parlé tout à l'heure au départ, mais peut-être qu'on peut y revenir sur cette question voilà, des risques et des menaces, mais peut-être aussi quelles sont les opportunités. Voilà, on voit bien dans ce que tu nous as dit, Bertrand, l'évolution des paysages, l'évolution dans les transitions énergétiques passées. Ça a été vécu fortement comme des opportunités, en tout cas comme un progrès. Voilà. Quelles sont les opportunités aujourd'hui? Quels sont les progrès que ça amène voilà, et en matière de paysage, est-ce qu'on peut imaginer aussi que ça puisse réenchanter nos paysages ou réinventer nos paysages? Voilà. Donc Thomas, peut-être sur les grands enjeux aujourd'hui, les grands objectifs. Et puis donc j'ai voulu vous présenter les objectifs de la France actuelle en termes de lutte contre le changement climatique, et puis les traduire en ce que ça peut vouloir dire en termes de consommation d'énergie et de production d'énergie.
Donc, parce que le cadre quand même structurant reste la lutte contre le changement climatique et l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc actuellement, ces objectifs sont en cours de révision. Hein. Donc ce que je vous présente, c'est les objectifs issus du précédent exercice de la stratégie nationale bas carbone 2, avec des objectifs à 2030 et 2050 pour la France. Qu'il faut voir, c'est ce que vous avez, c'est dans le graphique bleu et vert, c'est le niveau d'émissions, la trajectoire des émissions entre 1990 et 2050. Donc là où c'est pas très droit, le début, c'est l'historique, et après vous avez une pente assez pentue qui correspond à l'atteinte des objectifs, à la trajectoire que l'on doit suivre pour atteindre l'objectif de neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on émet autant que ce que les puits de carbone naturels, mais aussi technologiques, sont capables d'absorber. Donc le premier enseignement que j'aimerais faire passer, c'est l'ampleur de la tâche. Par rapport à 1990, on doit réduire d'un facteur 6 ces émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on voit bien, c'est que les puits de carbone, ils sont pas là pour compenser tout ce qu'on émet actuellement. C'est vraiment une variable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais l'enjeu majeur, c'est la réduction des émissions. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était que c'était majoritairement lié à la consommation d'énergie fossile. Alors comment ça peut se traduire en termes de consommation d'énergie par des objectifs de réduction de la consommation d'énergie. Je décrirai un peu après le deuxième graphique, avec des objectifs à 2050 déjà de réduire de 50% la consommation d'énergie nationale, et à 2030, un objectif beaucoup plus court mais déjà ambitieux, c'est de réduire de 30% la consommation d'énergie fossile par rapport à 2012, et 20% la consommation d'énergie finale. Et en parallèle, pour substituer une partie des énergies fossiles par des énergies non carbonées, développer les ENR et le nucléaire. Donc à l'époque, c'était principalement les ENR, avec un objectif à 2030 de 33% d'ENR dans le mix énergétique, dont 40% dans le mix électrique. Donc voilà les objectifs. Après, est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire? Alors si on prend les éléments du au comité pour le climat, donc, qui a été mis en place il y a quelques années, on est, par rapport à ce qu'on devait atteindre, on n'est pas si loin, mais par rapport aux objectifs de 2030, il y a une marge très importante à passer. Juste pour les émissions de CO2, sur les dernières années, on réduisait de 9 millions de tonnes de CO2 par an, donc on était sur une bonne pente, mais on doit doubler cet effort d'ici 2030. Sur le développement des productions d'énergie renouvelable, on était déjà en retard en 2020, on avait 19% d'ENR dans le mix énergétique, et on devait être à 23%, ce qu'on n'a pas encore atteint aujourd'hui. Donc on est en retard sur des objectifs climatiques, que ce soit en réduction d'émissions de CO2 ou en développement des énergies décarbonées. Donc un objectif fort. Et le deuxième graphique, c'est une illustration qui vient de nos scénarios prospectifs Transition 2050, qui dessine des futurs pour atteindre sa neutralité carbone. Vous avez l'état en 2015 et vous avez 4 scénarios. S1, S2, S3, S4, qui en fait, je vous les présenterai un peu plus tard, mais qui dessinent des voies différentes où on va faire plus ou moins d'efforts sur la consommation, et notamment la consommation d'énergie. S1 étant le plus sobre, S4 essayant de maintenir un niveau de consommation d'énergie proche de l'actuel. Et ce que vous voyez entre 2015 et tous les scénarios, et les autres scénarios, c'est qu'il y a la barre combustible liquide rose et la barre réseau de gaz orange qui diminue fortement, tandis qu'on maintient la barre jaune au même niveau, voire supérieur. Et en fait, dans cette transition
vers la neutralité carbone, un des gros enjeux, et ça a été dit par Marc Jezinska tout à l'heure, c'est l'électrification. L'électrification du transport, l'électrification du résidentiel pour se chauffer via les pompes à chaleur. Donc, un gros objectif sur la réduction des émissions et notamment de la consommation, et un gros objectif aussi sur le développement du vecteur électrique. Alors, ces éléments auront nécessairement, si on développe les énergies renouvelables, un impact sur le paysage. Et il y a un autre point qu'on n'a pas trop évoqué, qui est souvent oublié, c'est que, outre l'électrification, on va avoir des besoins en biomasse supplémentaires. On va développer des réseaux de chaleur à partir de bois, on va développer du biogaz pour substituer du gaz qu'on n'aura pas pu remplacer par de l'électricité. Et ça va demander l'utilisation de biomasse à des fins non alimentaires, et donc à développer ces usages-là. Et ce qu'on estime, c'est qu'on a besoin d'un doublement des usages de la biomasse vers de l'énergie ou des matériaux, principalement de l'énergie. Et donc ça, c'est aussi un autre point important, je pense, pour les acteurs du paysage, c'est qu'on va aussi mobiliser, on va mobiliser le monde agricole, le monde rural, pour produire de l'énergie. Donc ne pas avoir la vision aussi que éolienne, panneaux photovoltaïques, mais aussi les bioénergies, de l'avoir dans le viseur. Alors après, ayant dit cela, donc il y a des enjeux importants au lien du développement des énergies renouvelables et en fait de notre cadre de vie, et puis du monde, je pense, le monde rural et le monde agricole dont il faut tenir compte. On a quand même des choix. On en a des choix d'action, on a des trajectoires différentes pour atteindre ces objectifs. Et donc c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de nos scénarios transition 2050, alors que je vous ai présenté rapidement, mais donc les 4 scénarios, génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et pari réparateurs, ils partent sur 4 visions différentes en fait, de la transition énergétique. Si on prend le premier, génération frugale, il va partir sur une action, c'est les citoyens qui sont le moteur de la transition. Donc les citoyens, ils modifient leur niveau de consommation, c'est une frugalité qui est contrainte. Donc, derrière, on va mettre des quotas de CO2 sur le citoyen pour inciter à cette transition-là. Et donc ça va être une sobriété forte où on va avoir des réductions du nombre de kilomètres parcourus, de l'ordre d'un tiers de kilomètres en moins par habitant. On va diminuer la consommation de viande d'un facteur 3. Et finalement, on va réduire l'étalement urbain. Par exemple, une des mesures fortes, c'est plus de maisons secondaires. En fait, on a vraiment une consommation adaptée aux besoins. C'est d'où la notion de frugalité. Et on va avoir un niveau de consommation qui va baisser très rapidement et un mode de vie beaucoup plus local. Le scénario 2, alors contrairement c'est reste un scénario sobre, mais contrairement au scénario frugal où on a une sobriété imposée, contrainte, on va être plutôt sur une transition négociée entre les différents acteurs au niveau local. Alors là, je pense que c'est le scénario qui peut se rapprocher le plus des démarches paysagères, et avec une logique en fait de concertation au sein des territoires et entre les territoires, par exemple entre les métropoles et le milieu rural qui l'entoure. Le scénario 3, alors là c'est un scénario où on va être plutôt sur une transition portée par les acteurs économiques. On ne va pas miser sur les territoires ou les citoyens, on va miser sur les acteurs économiques en orientant des investissements sur des technologies vertes et en incitant le consommateur à aller consommer ces technologies aux productions vertes. Donc là, finalement, on va moins toucher au sujet de la consommation, on va beaucoup plus toucher au sujet des modes de production et de l'efficacité des technologies de production par rapport aux émissions de CO2 et des consommations d'énergie. Et après, on a le scénario 4, où on ne touche pas au mode de consommation du tout.
on fait le pari sur des technologies qui vont nous permettre de passer le cap, et en particulier des technologies de stockage, de captation du CO2 atmosphérique, qui vont nous permettre de maintenir un niveau d'émission élevé, mais en le compensant, en le stockant dans des poches géologiques souterraines. Donc, la difficulté aussi de ce scénario, c'est que si on développe ce type de technologie, on doit davantage produire d'énergie pour les faire fonctionner. Donc ça demande une consommation d'électricité finalement accrue. Donc au final, comment tu veux les décrire? C'est comme tu veux, Thomas, mais effectivement, du coup, l'imagier poursuit en fait le récit qui était dans le passé, qui est arrivé au présent, et donc illustre les scénarios de l'ADEME, chacun à sa manière. Donc il faut qu'on le passe vite parce qu'on ne peut pas raconter tout ça en détail, mais c'est pareil et c'est fait à des échelles, à 3 échelles différentes, le territoire un peu large, le paysage de proximité, le paysage presque domestique. Voilà. Donc là, le S3 avec voilà, et plus ou moins nucléarisé, et le S4 Paris réparateur, très technologique. Et une illustration, enfin, c'était un peu pour illustrer ce qui peut être fait au niveau des territoires. On l'a fait au niveau national, mais ça peut être un exercice qui est fait au niveau des territoires. Mais ce que vous voyez, les choix qu'on a fait sur les niveaux de consommation dans ces différents scénarios, finalement, se traduisent assez clairement dans les paysages qu'on obtient, avec là où on fait le moins d'efforts finalement sur la consommation d'énergie, d'espace, on va avoir un paysage beaucoup plus artificialisé. Oui, en fait, ce qui nous manque peut-être dans les scénarios ADEME, c'est le croisement avec la question biodiversité. Je pense que là, les scénarios sont extrêmement aussi contrastés sur les conséquences en matière de biodiversité. Ce serait un vrai sujet. On parle beaucoup du climat, mais peut-être pas beaucoup de la biodiversité. Je reprends. Voilà. Alors on va peut-être, dans cette diapo-là, revenir à des préoccupations un petit peu plus concrètes qui sont finalement, on a vu qu'il fallait des énergies renouvelables en tout scénario, toute façon, il en faut. Il en faut beaucoup plus qu'aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure d'un doublement du nombre d'éoliennes en essayant d'éviter d'en tartiner encore sur les régions déjà très très bien pourvues. Le même problème va se poser. On a évoqué, parce que ça commence à venir et ça va commencer à se voir directement et indirectement dans nos paysages, les problèmes de biomasse. Les problèmes de biomasse, c'est des centrales de production de biomasse, comme la bulle verte qu'on voit là dans la photo du bas, à droite, et puis évidemment des rotations de culture et de la culture destinée à alimenter tout cela. Soit de manière indirecte, enfin, parce qu'on prendra les déchets des productions agricoles, soit en produisant directement de quoi nourrir les méthaniseurs. Et là, on a déjà vu quelques difficultés qui s'étaient présentées. On parle aujourd'hui de replanter des haies. Tout le monde est d'accord, c'est génial, on va faire venir les gamins, etc., pour replanter des arbres, réparer la destruction du bocage, les 500 000 km de haies qui ont disparu. On va en replanter beaucoup. Il va falloir les entretenir. Et une partie de l'entretien des haies, ça tombe bien, va servir à la production de biomasse. Si on ne les entretient pas, elles périclitent, on en a planté, puis elles disparaissent quasiment de leur belle mort. Heureusement, si on en replante beaucoup, on va aussi en bénéficier en termes de production d'énergie. Là, vous avez une belle convergence entre protection de la biodiversité, qualité du cadre de vie et production énergétique renouvelable. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis très longtemps dans notre pays, vous avez vu le nombre de ministères que nous avons. On ne sait même plus le nom des ministres aujourd'hui. On apprend qu'ils sont plus ministres quand ils sont battus au sénatorial. Bon. On a plein de ministères, on a plein de structures techniques. Et il n'y a pas que l'État. Les régions, les départements, les communes, chacun a ses services techniques de plus en plus complexes et surtout, et malheureusement, de plus en plus séparés les uns des autres.
S'il y a des élus dans la salle, ils savent ce que c'est que d'essayer de faire travailler ensemble des services techniques. Ou s'il y a des directeurs de services, des DGS ou autres, ils savent ce que ça veut dire. Bon. Moi, je l'ai su quand j'étais directeur de mes petites structures de direction de l'environnement. Déjà, faire travailler le service de l'eau avec le service de la nature, c'était compliqué. Et le syndrome bien français de cette technicité verticale et descendante, c'est de prendre la question de l'énergie de manière non globalisée. C'est-à-dire qu'on va traiter un sujet après l'autre et en ignorance aussi forte que possible du sujet voisin. L'énergie n'y échappe pas. Il faut produire du renouvelable. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, comme le paysage est quelque chose de magnifique et éventuellement d'éternel ou d'immobile, on va faire ce qu'on appelle de l'intégration. On va rendre aussi invisibles que possible les nouvelles productions énergétiques. Pour l'éolien, il y a quand même beaucoup de boulot. Pour le photovoltaïque, il y en a à peine moins. Et pour les méthaniseurs, la nouvelle démarche qui nous interpelle aujourd'hui, ben on va difficilement rendre invisibles à la fois les bulles vertes et les modifications culturales. Donc, on traite ça, et malheureusement, la dernière loi sur le sujet, qui est la loi du 10 mars 2023, c'est pas vieux, à chaque énergie renouvelable correspond un titre de la loi. On est indécrotablement parcellisateur. On n'arrive pas à faire un mix global, à rendre systémique cette histoire de l'énergie. Donc, on va traiter, on va faire de très savants calculs pour voir comment intégrer l'éolien. Une circulaire sur le mode de faire ah zut, parce que c'est de devenir vieux avec des lunettes qui sont, faut enlever et remettre tout le temps. Il y a un guide pour l'élaboration des études d'impact concernant les projets d'éolien terrestre. 195 pages. Alors après, on peut écrire petit ou gros, mais enfin, bon, c'est écrit normalement. 195 pages, donc 40 pages consacrées au paysage. Alors là, l'éolien et le paysage, on l'a traité. Et on l'a traité avec beaucoup d'éléments qui ont tenté d'objectiver la chose, qui ont tenté de calculer le taux d'encerclement d'un village. Dans les Hauts-de-France, il y a effectivement des villages qui sont entourés d'éoliennes. Donc on a dit, mais à quel moment c'est acceptable? À quel angle de vue libre d'éoliennes peut-on admettre? Plus ça va pas, moins ça peut aller. On est en train de faire la même chose sur le solaire. On est en train de trouver des... Aujourd'hui, vous voyez, il y a un petit clin d'œil au maire de Muttersol. Je crois que cette photo que vous voyez en bas à gauche, c'est chez lui. Le solaire, bon, on a commencé par ce que les ABF appelaient les post-it. Il y avait sur la toiture des petits panneaux solaires. Ils étaient placés là où ça arrangeait l'installateur. Faire des bâtiments où l'énergie solaire est intégrée dans l'architecture même du bâtiment, c'est déjà beaucoup mieux. Faire du solaire au sol, bah, ça prend de la place, ça artificialise et ça empêche l'agriculture, sauf quand on réussit à trouver des systèmes, élevage sous les panneaux solaires, enfin bon, on trouve des modalités de compromis sur le sujet. Quant au système des méthaniseurs, simplement les installations, bah, c'est mieux quand on réussit à s'insérer dans le parcellaire. Le problème, c'est que le parcellaire, il était largement matérialisé par le système de bocage, et que du bocage, bah, il n'y en a plus beaucoup, et donc il faut replanter. Et qu'en attendant, on peut au moins tenter de ne pas rendre totalement orthogonale l'implantation du méthaniseur avec le parcellaire du territoire. Donc vous voyez, on sait faire, énergie par énergie, on sait faire des lignes directrices qui vont faciliter l'acceptabilité. Retenez le mot acceptabilité, on essaiera de passer tout à l'heure à autre chose que l'acceptabilité. Mais on essaie de rendre tout ça acceptable, énergie par énergie. Donc on va jusque là où on peut aller sur ce sujet. La loi du 10 mars dont je parlais à l'instant a mis dans le droit la notion
de saturation visuelle. Chic, les avocats, les juristes du droit administratif vont avoir un sacré paquet de boulot pour démêler ce que veut dire la saturation visuelle. Bon courage. C'est dans la loi. Quelquefois, Montesquieu disait qu'il fallait légiférer avec les mains tremblantes. Là, je ne suis pas certain que ce jour-là, ou les semaines qui ont précédé, nos sénateurs et nos députés aient eu vraiment les mains tremblantes. Là, ils y ont été carrément. Ils ont inventé des concepts. Après, ils vont donner du boulot aux avocats. Donc, vous voyez, on est aujourd'hui dans un système qui reste un système tellement parcellisé pour traiter ces questions globales de transition énergétique que je ne suis pas certain qu'on y arrive absolument. Mais on va essayer de voir comment et de voir que la manière de faire existe déjà, mais ceci est une autre histoire qui va bientôt venir. Comment accompagner la transition? Comment le paysage peut être un facilitateur de la transition? Alors, ça c'est pour l'ADEME, me semble-t-il. Effectivement, remettre l'énergie dans la réalité vécue des populations, c'est les réimpliquer. Et je pense que c'est peut-être le moment aussi de parler du lien entre la sobriété et la production des énergies renouvelables. C'est-à-dire que je pense que l'abstraction qu'on a vécue en matière d'énergie, c'est-à-dire le fait que c'était du pétrole ou du nucléaire assez éloigné des lieux de vie de beaucoup de gens, et avec une arrivée massive et une consommation massive très très déréalisée, c'est-à-dire très abstraite parce qu'on ne sait plus d'où ça vient. Le fait de faire revenir une production d'énergie dans un réel vécu, dans un cadre de vie vécu, va conditionner les modes de vie. Moi, je pense qu'on devient plus sobre, on consomme moins, quand on commence à faire le lien entre la machine qu'on va faire tourner et l'engin posé sur la toiture ou qui tourne à l'horizon, qui vient produire cette énergie qui va me permettre de faire tourner cette machine. Donc on a l'avantage de faire revenir, on va dire, l'énergie dans le réel quotidien des gens. Ça va être une capacité à se défaire un peu de la masse des esclaves énergétiques dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est très important et c'est un sacré défi parce que ça touche au mode de vie. Hein. Donc changer le cadre de vie, c'est déjà pas simple, mais changer le mode de vie, c'est quand même compliqué. Sauf si on fait aussi une analyse critique des modes de vie dans lesquels on vit aujourd'hui, qui certes nous donne un certain confort, mais aussi nous rend assez dépendants, par exemple pour tous les territoires ruraux, des modes de déplacement, etc., par la voiture. Donc la remplacer, c'est compliqué, on développe des systèmes, mais on voit bien qu'on est aussi un peu, qu'on subit en quelque sorte des formes de modes de vie très consuméristes qui ne sont pas forcément très qualitatifs. Donc, on en a parlé aussi pour la santé tout à l'heure, Thomas en a parlé. Voilà. Alors ici, on voit quoi? On voit effectivement une représentation d'un morceau de territoire, des gens qui discutent autour. Et c'est très important, effectivement, c'est la capacité à responsabiliser la population sur cette question de la production énergétique. Je pense qu'on est, à partir du moment où on revient dans les énergies renouvelables, qui sont décentralisées, qui sont relocalisées, de fait, on est responsabilisé, je ne sais pas comment dire ça, responsabilisé à nouveau sur ces questions-là. Ce qui n'était pas le cas, surtout avec une énergie très concentrée, très stratégique, très particulière, comme le nucléaire, par exemple, qui de fait génère pas beaucoup de débats citoyens, quoi. Voilà. Donc là, il y a une capacité à pouvoir... voilà. Donc l'importance de remettre les gens autour de la table, de rentrer dans la complexité. La première intervention de ce matin rappelait les injonctions contradictoires entre des tas de choses. Il faut industrialiser, mais il ne faut pas artificialiser les terres. Il faut densifier, mais il faut faire plus de nature en ville, etc., etc. Donc cette question-là, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que c'est forcément impossible de faire les deux. Mais par contre, la voie pour arriver à concilier ces deux choses-là nécessite du travail, nécessite de rentrer dans la complexité, nous empêche de rester sur des positions idéologiques un peu faciles. Je suis pour, je suis contre, je suis pro-éolien ou je suis anti-éolien, etc., etc. Donc je pense que
Donc en fait, on a aussi une chance de pouvoir construire de la démocratie, vraiment plus participative, plus présente, de la responsabilité. C'est indispensable. On ne pourra pas faire ça d'en haut, quoi. Faire tomber quelque part l'autorité qui va nous dire comment nos énergies doivent exister, etc. etc. Donc il va falloir que... Donc on a un gros travail de pédagogie, de sensibilisation, de motivation, de mobilisation, etc. etc. Alors c'est là que le biais ou l'angle ou le chemin du paysage nous intéresse, c'est parce que tout le monde, quelque part, est acteur du paysage. Pas que le maire qui décide de rendre constructible ou inconstructible, pas que l'entreprise qui décide d'installer ou de ne pas installer son énergie à tel ou tel endroit, mais l'habitant est transformateur et acteur du paysage parce qu'il pose son permis de construire, parce qu'il repeint ses volets, parce qu'il change ses clôtures, ou tout simplement parce qu'il use, il perçoit, il vit le territoire. Et donc, quelque part, il a voix au chapitre par rapport à cette question-là. Donc on est sur quelque chose qui est très partagé, du plus grand décideur au plus modeste citoyen. Tout le monde est concerné par la question. Donc on a un vecteur de concret et de partage qui est là. Et donc on a besoin d'une certaine manière de faire état, de tirer l'élastique en arrière, c'est le récit, hein, c'est-à-dire se mettre dans la dynamique de transformation du territoire, se re-raconter notre histoire, notre rapport à la géographie, à l'histoire et à nos usages. Ça c'est très important. Se faire un bilan critique, partagé de la situation actuelle, en n'oubliant pas tous les problèmes qui sont liés à notre dépendance aux énergies fossiles, en les mettant sur la table et en rendant ça concret dans l'espace aussi et dans nos modes de vie, et en se projetant effectivement vers un futur, alors je vais employer le mot qui n'est pas seulement acceptable, mais qui est désirable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme paysage pour demain. Donc on voit bien qu'avec la question avec l'angle ou le chemin, on appelle ça une méthode, cette méthode de paysagère, du paysage, c'est une méthode, c'est effectivement un chemin, c'est une façon de réinstaller quelque part le débat, tous ces gens qui discutent autour de la table, à la fois sur un héritage, parce qu'effectivement nos paysages sont issus de toute une transformation, sur une analyse critique de l'existant et sur une projection d'un désir de territoire à vivre pour demain. Et à partir de là, la place des énergies renouvelables peut venir, mais c'est une place qui est pensée, qui est partagée, qui est prévue, qui est quantifiée bien sûr, on en a parlé à propos des chiffres, mais qui est aussi spatialisée, et j'insiste sur cette dimension de spatialisation, parce que ça ment pas, si j'ose dire. Vous pouvez rester sur un plan climat qui affiche des objectifs chiffrés, quelque part, ça reste un peu suspendu dans l'air à décarboner. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait encore atterri. Mais quand vous commencez à spatialiser, vous êtes dans la réalité sensible, vous êtes dans des choix, des vrais choix. Et c'est là que les choses se passent. Donc c'est l'avantage de toujours pareil, de cette méthode du paysage, c'est qu'elle vient traduire dans l'espace des objectifs qui sont au départ des abstractions chiffrées. Effectivement, on passe de l'acceptable au désirable. Et le paysage qui ne nécessite pas de prérequis techniques majeurs permet à chacun de dire son mot. Et de dire son mot territoire par territoire. Parce qu'il y a aussi une fâcheuse manie française, c'est ce qu'on appelle le jacobinisme, la centralisation, ça ne date pas d'hier. Mais ça ne veut pas dire que c'est éternel et qu'il ne faut pas essayer d'en sortir un petit peu. Il n'y a pas de formule magique qui s'appliquerait depuis en haut sur tous les territoires de manière uniforme. Chaque territoire a son histoire propre, sa géographie, sa morphologie, son mode de perception et sa sociologie. Et précisément, ce qu'on a dit n'est pas simplement des formules incantatoires, des vœux pieux, tout ce qu'on voudra. Il y a des territoires qui se sont, pour de vrai, engagés dans ce système de stratégie énergétique territoriale par le paysage. Pendant longtemps, on a fait des politiques dites du paysage. On les inventoriait, on les inventorie toujours, on les décrivait et on les protégeait. Bon, c'est très bien, il faut continuer. Mais aujourd'hui, que nous sommes confrontés à des bouleversements significatifs de nos territoires du fait même de la transition énergétique, utilisons le paysage comme méthode
pour que ça soit non seulement que ça passe, mais aussi que ça soit une dynamique, un élan. En gros, que chacun s'y mette et soit content de s'y mettre. Allons vers un système désirable. Et ce système désirable, il existe déjà. Vous avez à droite de la diapo ce qu'on appelle une centrale villageoise, qu'on appelait au début du processus une centrale villageoise photovoltaïque. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que une société coopérative d'intérêt collectif est fondée par des citoyens d'un village. Ils se disent, on va se rendre autonome en énergie. Mais comme on est un village et qu'on est attaché à la morphologie du village, à sa silhouette, à cette espèce d'élément familier, on va tout de suite se mettre avec des sachants, les techniciens des parcs naturels régionaux, puisque c'est né en région Rhône-Alpes dans les PNR préalpins, cette histoire de centrale villageoise. On va tout de suite convoquer l'ABF, tout de suite demander l'avis du CAUE, on va se mettre autour de la table et on va dire, voilà, où il faudrait non seulement que le panneau photovoltaïque soit relativement peu visible, un peu planqué, mais non, qu'il soit un élément de magnification, si on peut dire, de la silhouette du village et qu'il fasse partie intégrante de l'identité du village. Après, on a élargi le système des centrales villageoises photovoltaïques à des centrales villageoises tout court qui sont multi-énergie, et on a appliqué le même principe de comment on va améliorer le paysage, améliorer notre cadre de vie, le rendre plus sympathique pour les visiteurs comme pour nous qui y habitons tous les jours, grâce à des dispositifs de production d'énergie renouvelable. Grâce à. Et ça, c'est quand même très fort. Et ça existe. Hein. On a 52 centrales villageoises qui vont des Ardennes à la Bretagne en passant par le Luberon. Le Luberon, vous imaginez, espèce d'icône du paysage français emblématique. Là, il y a des centrales villageoises et ça fonctionne très bien et les gens sont très contents. Deuxième élément, les territoires dits à énergie positive. Alors là, c'est important parce que dans ces territoires-là, on remet les choses d'aplomb. On commence par la sobriété. Hein, on a parlé beaucoup d'énergie renouvelable, c'est l'objet de la journée, mais n'oublions jamais, et l'ADEME va abonder dans ce sens-là, parce que c'était son premier boulot à l'ADEME, hein, quand elle s'est créée, de faire des économies d'énergie. Faisons que nous consommions moins. Rappelez-vous les tableaux présentés par Thomas tout à l'heure, les colonnes. Toutes ces colonnes sont plus basses dans tous les scénarios que la tendance actuelle. On consomme moins d'énergie, et on vit très bien quand même. Mais on en consomme moins parce qu'il y a des petits efforts qui sont faits tous les jours. Il y a des efforts aussi collectifs qui sont faits parce que on arrête de faire des autoroutes. On arrête de faire des autoroutes, mais on fait davantage de transport collectif. Donc, commençons par moins consommer et puis ayons le mix énergétique adapté à notre territoire. On verra cet après-midi qu'il y a des outils qui permettent de faciliter les choses, de mettre les gens autour d'une table, de renforcer cette démocratie et de faire ces fameux paysages de l'énergie désirables et améliorés par rapport à aujourd'hui. Donc les territoires énergétiques positifs, aujourd'hui, il y en a, je crois, 67 qui sont dans cette démarche, toujours avec ce triptyque économie, efficacité, production d'un mix renouvelable. Et puis, alors je vais peut-être vous parler, mais parce que c'est la photo à gauche, là, les lâchers de ballons à l'inauguration du parc éolien du Méné, en Bretagne. Le Méné, c'est une petite région sur l'extrémité est des Monts d'Arrée, dans les côtes d'Armor, et ce territoire était voué à une espèce de disparition démographique et économique. On ne savait plus quoi en faire. Et puis les gens du Méné se sont dit, quand même, on va essayer de se bouger un petit peu, de voir ce qu'il y avait chez nous. Alors, il y avait bien sûr de la biomasse, comme partout, mais il n'y en avait pas un peu plus qu'ailleurs. Et puis, il y a un producteur d'éolien qui est venu les voir en disant, bon, j'ai repéré là-bas une crête où il y a un peu de vent, est-ce que vous pourriez me donner le permis de construire pour faire les éoliennes et soutenir ma démarche? On dit, d'accord, mais on vous montre où vous mettre et on prend 30% de part, minorité de blocage dans votre société, à prendre ou à laisser. Il a pris. Le Méné s'est doté d'un parc éolien choisi, le lieu étant choisi, comme magnifiant une crête. Après tout, ça
ça surligne une ligne de force du paysage. Et puis après, ils se sont mis à isoler leurs bâtiments publics, puis essayer de voir comment les citoyens pouvaient isoler leurs maisons, construire des petits sentiers le long des routes pour que les gamins aillent à l'école le matin sans avoir la voiture des parents. Hein, parce que les routes sont dangereuses si on n'y construit pas un petit sentier à côté. Donc les sentiers sont construits, les maisons sont isolées, et maintenant le Ménez est un pionnier du réseau TEPOS et s'est doté de ce qu'ils appellent comment on appelle ça, le Ménerpôle, qui est un centre de ressources, un centre de recherche sur les énergies renouvelables. Voilà, c'est vraiment de la stratégie énergétique territoriale choisie et non subie, désirable et pas seulement acceptable. Et puis, et ça, je vais laisser Thomas en parler, il y a les plans de paysage transition énergétique. Merci pour la transition. Donc, nous, on a été assez séduits par la démarche, comment on pouvait aider à diffuser, à expérimenter davantage cette méthode, sachant, Jean-Pierre l'a dit, hein, il y avait déjà des territoires, les parcs naturels régionaux, les TEPOS qui s'étaient engagés. Donc nous, on a voulu continuer dans cette dynamique-là, et on s'est inscrit dans l'appel à projet du ministère de l'écologie, plan de paysage, pour développer un axe plan de paysage transition énergétique, et on a rajouté et écologique pour bien intégrer les autres enjeux. Et on accompagne un certain nombre de territoires depuis 2020 avec des appels à projets annuels, donc avec des montants d'aide qui peuvent aller jusqu'à 70 000 € pour une collectivité qui va mettre en place un plan de paysage sur 2-3 ans. Donc actuellement, je crois qu'on a 19 territoires qui sont accompagnés. Juste après, vous aurez une présentation de Vichy Communauté. Voilà. Donc il y a quelques territoires qui sont déjà en Auvergne-Rhône-Alpes, donc Vichy Communauté, le PNR du Pilat. Et donc, voilà, nous, ce qu'on attend de ces expérimentations, c'est de caler davantage la méthode, de bien comprendre en fait, comment ces plans de paysage peuvent contribuer à déployer la transition énergétique, à lever, à renforcer le débat démocratique, à lever les freins d'application des plans climat. On voit très bien ce qu'a très bien dit Bertrand, hein, c'est qu'un plan climat, c'est un peu hors sol, et ces plans de paysage, nous, on est vraiment en attente de comment ils peuvent concrétiser des plans climat, renforcer l'action, et aider, récemment avec la promulgation de la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, aider à la définition des zones de déploiement, d'accélération des énergies renouvelables. Et puis aussi avoir une approche un peu plus systémique, de ne pas traiter uniquement en silo, ça a déjà été tout dit, hein, mais les questions, les ENR une par une, mais avoir une vision du mix énergétique et de faire lien avec les usages, et donc de réfléchir également aux actions qui peuvent être faites sur la mobilité, sur l'artificialisation, par exemple. Et puis d'intégrer, une fois qu'on spatialise, les questions aussi de continuité écologique à l'échelle du territoire et pas uniquement à l'échelle du projet. Donc voilà, donc nous on s'inscrit typiquement dans cette démarche-là. On est encore en phase d'expérimentation, on n'a pas de dispositif de massification de ces démarches-là, mais c'est quand même une ambition qu'on porte. On va faire un premier séminaire de retour d'expérience d'ici la fin d'année, et on espère pouvoir continuer d'accompagner des territoires d'année en année avec le prochain appel à projet qui sera au printemps pour une clôture avant l'été. Très bien. Ah oui, je crois qu'il faut qu'on... Je vais faire très vite, supplément. L'imagier dont on a vu quelques extraits tout à l'heure, c'est quelque chose qui est accessible, il suffit de nous le demander à la chaire Paysage Énergie. Si vous voulez plusieurs exemplaires, il sera juste vendu le prix coûtant de l'imprimeur, c'est-à-dire 5 €. Mais si vous voulez un exemplaire, tant qu'on en a dans les cartons, on pourra vous en transmettre un. Il y a aussi deux autres publications qui existent. Un sur l'histoire, je racontais la question, l'importance de remettre en récit le lien entre paysage et énergie au fil du temps. Donc on a fait un livre qui s'appelle Paysage et énergie, une mise en perspective historique, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une histoire de l'énergie, il y avait une histoire du paysage, mais il n'y avait pas l'histoire du lien paysage-énergie. Donc voilà, c'est une première, mais c'est un assez gros ouvrage, et celui-là est publié chez Hermann et en vente en librairie.
Et puis à droite, il y a quelques expériences identifiées dans le territoire national. On a parlé aujourd'hui de PNR, de TEPOS, etc. Donc 16 expériences ont été identifiées. On en a tiré 10 d'enseignements. Et ça, c'est téléchargeable sur Internet, soit sur le site de l'école du paysage de Versailles, la chaire Paysage Énergie, soit sur le site du ministère de l'écologie qui s'appelle Objectif Paysage, ou qui rassemble beaucoup de données en matière de paysage. Donc c'est téléchargeable et imprimable. Voilà. Merci beaucoup. Donc on peut laisser juste le temps de la mise en place de la prochaine table ronde, voilà, le temps de prendre un petit café.